J'ai beaucoup travaillé sur les migrations en Europe, beaucoup sur les questions de migration d'enfants maghrébins, toute origine confondue, et gitans, en comparaison sur leur rapport à l'institution scolaire et sur les questions transfrontalières, c'est-à-dire sur des compétences et des capacités à finalement jongler entre différents univers sociaux, celui de l'institution scolaire et celui de la famille, entre autres, ou du clan, du groupe. Donc tout ça pour vous dire que, effectivement, mes préoccupations sont à la fois sur les questions de migration et j'ai pu avoir à parler et à traiter d'autres points comme la santé, l'accès à la santé, l'accès au travail, etc., mais toujours avec cette question d'idée des immigrés, des populations immigrées en Europe. J'ai la chance d'être ici en Tunisie, où je travaille sur les questions frontalières Algérie-Tunisie. Nouvelle pour moi une ouverture, donc ce n'est pas de ça dont je vous parlerai ici, je vous en parlerai j'espère une autre fois, avec plaisir. Mais actuellement, l'objectif de cette école d'été était d'essayer d'apporter multiples éléments pour la formation, pour la compréhension, et surtout pour croiser plusieurs points qui ont été dites. Donc vous avez entendu beaucoup de choses depuis le début de la semaine. Je n'aurai pas la prétention de vous dire que je vais rajouter quelque chose d'exceptionnel, mais je vais en tout cas essayer d'apporter un petit peu ma pierre à cette réflexion qu'on a eue depuis le début. Comme vous pouvez le voir, mon plan, il est à la fois précis, mais en même temps il va bouger un peu parce que c'est autour de la Méditerranée. Je vous parlerai très rapidement en début de quelques contextes politiques et historiques pour rappeler quelques conventions, mais je ne m'étalerai pas, vous l'avez vu, il y a des spécialistes qui en ont parlé et je ne suis pas la mieux placée pour en parler. Ensuite, je parlerai de ces phases migratoires, et je le dis de suite, des phases migratoires que presque j'ai décidé de faire comme telles, mais d'autres pourront bien sûr proposer d'autres façons de faire leur phase migratoire. Alors en Méditerranée, particulièrement avec l'impact de l'Europe, mais pas que. Donc tout est à discuter, rien n'est figé. Ça c'est un point que j'aimerais apporter aujourd'hui et que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui. Nous avons beaucoup parlé de droit, de juridique. Le droit et le juridique posent, mais c'est normal parce qu'il nous faut des choses posées et fixes. Sociologue que je suis, et particulièrement sociologue qui a travaillé avec Alain Tarius, peut-être certains le connaissent, qui est un peu spécialiste du mouvement et des migrations du territoire circulatoire, je suis plutôt pour ce qu'on appelle la sociologie des initiatives et des compétences. C'est-à-dire qu'on en discutera surtout à la fin, je suis plus pour être toujours dans le doute. Rien n'est figé, toujours remettre en question. Ce que vous dites est juste, ce que je vais dire peut-être peut être juste, mais ce qu'on dit ensemble est complémentaire et non pas en opposition. Voilà, c'est pour ça que je tenais à vous expliquer un peu le processus que je vais amener dans cette présentation. Les phases migratoires, je les présenterai et j'y reviendrai d'une autre manière avec cette partie où j'ai appelé ça phase des migrations héritées de la colonisation pour essayer d'ouvrir un peu sur la notion de figure. Qu'est-ce que les figures, sociologiquement parlant? Et là, bien sûr, vous avez vu des mots en droit et en juridique, mais sociologiquement parlant, il y a d'autres mots encore qu'on utilise. Et le sociologiquement parlant, il est proche du sens commun. Le sociologiquement parlant, il se confond parfois avec le sens commun et il discute le sens commun. Donc il s'enrichit et en même temps, il le remet en question. Ensuite, de l'émigration à l'émigration, nous en avons parlé tout le long, bien sûr, et j'aurais mis entre parenthèses en passant par le transit, mais ce n'était pas l'objectif pour cette présentation. C'était pour dire comment et quels sont les éléments qui font qu'on passe, quels sont les processus qui font qu'on passe comme ça d'un état à un autre et comment les populations concernées sont touchées par ce changement-là. Et enfin, je terminerai, parce que ça rentre dans la conclusion, de l'immigré au ou à la transmigrante, et vous avez vu que j'ai essayé de faire quelque chose que j'ai moins fait que je fais d'habitude, c'est-à-dire avec une volonté qu'on pratique beaucoup là où je suis, féminiser les choses. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de migrants, ça reste masculin. Lorsqu'on parle d'immigrés, immigrés, ça reste masculin. Or, vous allez voir, la moitié de la population aujourd'hui est féminine. Que fait-on ?
C'est encore le masculin qui l'emporte? Non. Je crois que nous, dans notre jargon scientifique, nous avons le droit, nous avons la possibilité de pouvoir remettre ça en question et faire bouger légèrement. Ça ne veut pas dire que ça changera beaucoup de choses de suite, mais ça veut tout simplement dire participer à quelque chose qui est d'être au plus près de la réalité sociale par rapport aux populations qu'on rencontre. Alors vous m'excuserez, je vais lire. Parfois je m'arrêterai. Voilà, je vous remercie en tout cas. Donc, parlant de ce premier point, contexte politique et historique concernant les deux rives de la Méditerranée, je me suis souvenue, parce que je travaillais un peu sur ces questions-là concernant les jeunes, que le 18 juin 2008, les eurodéputés ont adopté une directive dite de retour. Et on en a parlé avec M. Philippe Bruguère, et cette directive dite de retour avait pour objectif d'harmoniser les règles d'expulsion dans l'Union européenne des migrants en situation irrégulière, qui sont nommés aussi dans le sens commun, retenons-le, des sans-papiers et des clandestins, amalgamant ainsi différents statuts. On y reviendra tout à la fin. La durée de leur rétention peut désormais atteindre 18 mois et être assortie d'une interdiction de séjour de 5 ans. Elle ouvre aussi la possibilité aux autorités d'expulser les mineurs. Ça, c'était un élément qui, à mon grand regret, n'a pas été soulevé lors de notre première conférence. Et comme il y avait beaucoup de questions, je n'ai pas voulu le rajouter, mais si on appelle cette directive de la honte, c'est parce que beaucoup d'associations, beaucoup de gens du terrain, à un moment donné, se sont trouvés face à une nouvelle question qui était pourquoi on expulse les jeunes, pourquoi les jeunes, les mineurs, particulièrement moins de 18 ans, sont atteints par cette directive. Donc, effectivement, elle a suscité des fiertés chez certains pays, mais n'empêche qu'en Europe, et particulièrement en France, elle a énormément été critiquée. La même année est voté, le 15 et 16 octobre, le pacte européen sur l'immigration et l'asile, qui repose sur le principe de l'immigration choisie. Voilà encore un terme sur lequel nous pourrions nous arrêter, afin de favoriser une immigration dite professionnelle hautement qualifiée. Donc vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce dont nous parlons par rapport aux populations migrantes qualifiées que nous souhaiterions avoir chez nous, en Europe, n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ces migrants hautement qualifiés sont pris au détriment des immigrés peu qualifiés. En 2011, suite au mouvement des migrations consécutif aux révolutions dans le monde arabe, la Commission européenne fait des propositions en faveur d'une nouvelle approche de la politique des migrations, dont, s'il vous plaît, le renforcement des contrôles en bordure de la zone Schengen, ainsi qu'aux frontières de l'Union. La réponse européenne, et vous le voyez, face à cette nouvelle donne migratoire qui se déploie à ses portes, se veut, et on le voit sans ambiguïté, qui dessine ce qu'on appellerait une Méditerranée frontière, là où l'on célèbre un creuset de la civilisation, tel que l'a dit Fernand Braudel. Et même si ces derniers jours, on célèbre, on ouvre les frontières, et il ne faut pas oublier de le dire et de le rappeler, parce que les frontières ont été ouvertes, il y a aussi en parallèle plusieurs réformes qui sont envisagées, comme la surveillance renforcée aux frontières de l'espace de Schengen et le mur qui a vu le jour, bien sûr, entre la Hongrie et la Serbie, et qui continue avec une clôture entre la Hongrie et la Roumanie. L'histoire et les critères qui sont liés à la géographie physique font que les deux rives de la Méditerranée sont nécessairement liées et partagent des destins de migrants et de populations, non pas forcément en migration, mais en mobilité. D'abord, la mer Méditerranée est une des frontières maritimes de l'Europe. Elle a plusieurs autres frontières, je ne reviens pas là-dessus, mais Catherine Witold de Wenden, l'autre jour, a rappelé que les frontières étaient relatives et qu'elles n'étaient pas uniquement géographiques. Et je partage ce point de vue, car, je cite un autre auteur, Gérard François Dumont disait que la Méditerranée offre à la fois des frontières, mais qui dit frontières dit aussi des portes. C'est pour cela que l'Europe est restée pendant longtemps, bien que cela ait évolué ces dernières années, le continent privilégié des migrations maghrébines, entre autres, et africaines. Et qui dit porte, cela veut dire aussi des stratégies d'échange économique, culturelles et humaines entre les pays. Et ceci s'est exprimé avec plusieurs accords entre la communauté européenne et la région méditerranéenne. Juste quelques dates à vous rappeler sur lesquelles je ne m'étalerai pas.
Depuis 1960-70, il y a eu l'accord de coopération avec les signatures d'accords de coopération économique et commerciale avec le pays du Maghreb et du Machrek, et des accords d'association avec ceux d'Europe du Sud-Est. En Turquie, c'était en 63 aussi, Malte et Chypre respectivement en 72 et 73. Dans le cadre de la politique méditerranéenne globale, parfois on trouve PMG, de nouveaux accords bilatéraux ont été conclus en 1976 avec les 3 pays du Maghreb pour entrer en vigueur en 1978. La politique méditerranéenne globale allait cette fois-ci au-delà du strict cadre de la coopération commerciale et elle va fournir une aide économique et commerciale, bien sûr, sous forme de protocoles financiers bilatéraux. Mais aussi, la CEE a destiné cette aide pour le développement, la modernisation, je cite ce qu'ils disent dans les lois, et la diversification des entreprises industrielles et agricoles, alors qu'en même temps, elle imposait de nouvelles restrictions qui se sont avérées catastrophiques pour les exportations d'Afrique du Nord. Je pense ici, je ne rentre pas dessus parce que mes collègues ont dû très bien vous en parler, le taux zéro qui a été appliqué aux produits industriels importés des 8 pays méditerranéens et qui ne le sera plus pour des produits textiles ni des produits de pétrole raffiné. Donc ça touche plusieurs pays, dont l'Algérie, et la mise en place d'un annuaire de tarifs qui va limiter l'accès au taux préférentiel des produits agricoles, ce qui va avoir de graves conséquences, entre autres pour la Tunisie, pour l'huile d'olive, pour les olives, entre autres, et le Maroc. Mais le précédent accord, donc ce fameux accord comment est-ce que j'ai dit, PMG, le précédent accord étant essentiellement économique dès 1989. Pourquoi 89 ? Parce que c'est une date où l'Europe vit de l'intérieur ce qu'on appelle la chute du mur de Berlin, qui est une date importante à rappeler aujourd'hui pour comprendre la réaction de l'Allemagne, entre autres, mais pas que, mais qui est aussi pour nous rappeler que ce n'est pas si vieux que ça. L'Europe de l'intérieur a été extrêmement perturbée et a vécu une forme de migration interne qui lui a permis aussi de regarder ailleurs et d'ouvrir les portes par certains moments. Et donc, dès 1989, date de la chute du mur de Berlin, l'Europe a pris conscience de la nécessité de mener une politique dite plus cohérente et globale dans cette région, qui lui est proche et à bien des égards, et qui revêt un intérêt stratégique. Cette ambition s'est traduite en 1992 par la mise en place de la politique méditerranéenne rénovée, dont nous en avions déjà parlé, qui a donné à la coopération euro-méditerranéenne un contenu plus ambitieux pour un véritable partenariat euro-méditerranéen. À cet accord va se consolider par la déclaration de Barcelone à partir de la conférence euro-méditerranéenne des ministres des Affaires étrangères qui a tenu lieu à Barcelone le 27 et 28 novembre 1995. Je m'arrêterai là parce que tout ceci a été dit mercredi, une belle séance où tout était plus éclairant. C'est pour expliciter que les liens existent depuis longtemps. Selon Eurostat, en 2012, il y avait en Europe environ 33 millions d'étrangers qui vivent dans un des 28 pays de l'Union européenne. Ce chiffre comprend 12 millions d'Européens qui vivent dans un autre pays de l'UE, 12 millions d'Européens de l'intérieur, et 21 millions d'étrangers non européens en Europe. Sur les 509 millions de personnes qui vivent en Europe, cela fait à peine 4% de la population. C'est important, on pourrait bien sûr avoir des différents chiffres selon les pays, selon l'Union européenne et la manière dont on va prendre ou non en considération les pays dans l'Union européenne ou les pays non dans l'Union européenne. Mais ce sont des chiffres qui permettent au moins de relativiser, et c'est important, c'est pour ça qu'on le répète. Parfois, certaines personnes ne l'ont pas compris parce que j'ai entendu dire « mais 4% c'est énorme ». Et je peux le comprendre quand on ne saisit pas bien les chiffres, mais 4% c'est peu, c'est rien, c'est vraiment une goutte d'eau. Alors, pour comprendre un peu cette question migratoire, j'ai voulu poser 4 phases, voilà, qu'on peut discuter bien sûr, parce que l'histoire de la Méditerranée des migrations pourrait se résumer donc en 4 temps. Une première phase qui est une immigration héritée de la colonisation, née au tournant du XXe siècle, qui a vu affluer les Nord-Africains, bien sûr, mais aussi des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Turcs, etc. On les appelait d'ailleurs les frontaliers, ces Italiens, ces Espagnols. C'était ce qu'on appelle la migration proche, de proximité. Cette phase correspond à une migration de travail, due à l'industrialisation et à la montée de l'industrialisation
de la fin du début du XXe siècle, ainsi qu'à la construction de l'Europe. Construction parce qu'en effet, après l'après-guerre, on a vu des mouvements migratoires à travers toute l'Europe, surtout pour des retours, et c'est là où nous commençons à parler aussi de déplacer. Mot pas récent, mot qui a existé, mot qui avait des valeurs et des connotations tout à fait positives. Mais la période de reconstruction a révélé d'importantes pénuries de main-d'œuvre, et pour y remédier, les autorités de différents pays concernés ont fait venir et recruter des travailleurs immigrés, entre guillemets, qui ont contribué au développement et à la croissance économique de l'Europe depuis 1945. J'y reviendrai sur ce point-là avec d'autres explicitations. Deuxièmement, cette période va durer d'après-guerre jusque dans les années 80, où les circulations humaines vont s'intensifier. Les circulations vont brouiller le lien exclusif entre pays d'émigration et pays d'immigration riverains de la Méditerranée pour aboutir à de nouvelles destinations, par exemple le Golfe Persique et l'Amérique du Nord. Il faut noter qu'en 1975, l'exil commence, ce qu'on appelle l'exil des boat people, des réfugiés, d'autres réfugiés, du sud-est asiatique, population du Vietnam, du Laos, etc., qui fouillaient les massacres perpétrés par les Khmers rouges. De 1975 à 1985, 110 000 réfugiés du sud-est asiatique sont accueillis en France. Le statut de réfugié leur a été donné presque sans condition par l'OFPRA, et c'est un exemple des plus importants dans le monde où il n'y a eu très peu, on va dire, de discussions, contradictions ou d'opposition par rapport à cette situation. C'est un cas, on étudie cet exemple-là comme un cas d'étude extrêmement important. C'est ainsi que sociologiquement, on relève de nouveaux couloirs migratoires et de nouveaux acteurs et actrices de la migration qui apparaissent à cette période. Nous pensons ici particulièrement aux femmes et aux enfants liés au regroupement familial, mais pas que. Troisièmement, au tournant du XXIe siècle, s'ouvre une troisième phase, à mon sens, on peut discuter bien sûr, les migrations en provenance de l'Afrique subsaharienne et d'Asie, via les rivages méridionaux de la Méditerranée, notamment le Sahara. Avec l'allongement des parcours pour les migrants les plus démunis, les pays deviennent des zones de transit, telles la Turquie, le Mexique, la Malaisie, le Sénégal. La Libye, la Tunisie et le Maroc, bien sûr, et l'Algérie apparaissent désormais comme des terres d'immigration et de passage aussi, donc avec des zones de transit, pour les populations d'origine subsaharienne. Des migrants qui avaient comme projet de venir travailler en Europe ou ailleurs, pas forcément s'arrêter en France, mais beaucoup en Angleterre aussi, se retrouvent bloqués dans des pays de transit qui deviennent alors des terres d'immigration pour ces candidats, soit définitivement, soit de façon temporaire en attendant de repartir à nouveau ailleurs. On voit alors apparaître une nouvelle figure, celle que moi je nomme et que d'autres bien sûr ont nommée avant moi, les transmigrants et les transmigrantes, qui insistent sur cette idée, qui nous apporte ce nouveau élément qui est le mouvement, être dans le mouvement et être dans la circulation durant la période migratoire. Pareil, nous y reviendrons à la fin avec une définition que je vous dirai d'auteurs, différents auteurs sur lesquels je me suis appuyée. Quatrièmement, pour terminer ce rapide élément historique, à mon sens, et je crois que nous allons peut-être être plusieurs, depuis 2011, nous vivons une période, alors je ne vais pas m'étaler là-dessus, que vous connaissez bien, qui est en train de devenir une quatrième phase migratoire, par l'intensité et l'importance d'abord des flux migratoires dans le Sud. Mais quand je dis dans le Sud, c'est du Sud vers le Sud, et parfois même dans les pays eux-mêmes, comme en Syrie par exemple, où en ce moment, où selon les Nations Unies, il y a 7,6 millions de personnes déplacées, encore une fois à notre terme, à l'intérieur même des frontières syriennes, c'est-à-dire qui ne sont pas passées encore, ou alors qui passent du côté Jordanie. Et du sud vers le nord, imposant ainsi une véritable réflexion sur l'accueil des migrants que nous vivons actuellement et sur la place de ces étrangers nouvellement arrivés. Et aussi s'ajoute de l'est vers l'ouest de l'Europe. Et là, on l'a très peu discuté, on l'a très peu dit, mais bon, ce n'était pas le lieu. C'était la question en France, il n'y a pas très longtemps, il y a un an, celui qu'il fallait chasser, c'était le Rome quand même. Le Rome de Roumanie, c'était l'ennemi de l'intérieur. Il était moins de l'intérieur que le gitan, parce que le gitan était placé, qui lui considérait que le Rome qui venait de Roumanie a cassé toute cette idée d'intégration que le gitan, entre guillemets, avait mis en place, alors même que
ce sont quand même des populations extrêmement exclues, discriminées, en marge et très peu considérées dans les situations, qu'elles soient politiques d'ailleurs ou sociales. Mais cette migration est très importante. L'agence Frontex, qui surveille les frontières de l'Union européenne, estime que 60% des entrées illégales sur le territoire européen ont eu lieu en 2014 par la Méditerranée centrale, c'est-à-dire par l'Italie et Malte. Depuis 2011 et depuis la guerre de Syrie, une nouvelle vague de migrants nommés tantôt les déplacés, tantôt les réfugiés, va changer à nouveau la donne migratoire et les politiques des pays dits d'accueil. Pardonnez-moi, je dis dits d'accueil et je mets toujours d'accueil entre guillemets. Il y a des périodes où les pays sont vraiment accueillants et il y a des périodes où les pays sont moins accueillants. C'est-à-dire que le terme accueillant, il a été utilisé, il est réutilisé par beaucoup d'entre nous, sociologues, chercheurs, tout ce qu'on veut, mais de temps en temps revenir à la démographie qui nous dit pays récepteur, ce n'est pas inintéressant. C'est tout simplement pour dire qu'il y a un mouvement qui arrive de population et pour l'instant on ne sait pas si on les accueille, on les garde ou on ne les garde pas. Mais comme c'est en cours de processus, je vous parlerai moins de cette situation syrienne parce que je considère que je n'ai pas assez de recul et je considère qu'il y a beaucoup d'émotions. Je suis comme vous et comme d'autres, ça me touche beaucoup, mais en même temps, ça me met en rage aussi sur beaucoup de choses et il faudrait une thématique rien que là-dessus. Par contre, ce que j'aimerais qu'on relève, c'est deux questions. La première, c'est celle de ce qu'on appellerait l'hospitalité. Les questions d'hospitalité, ça remet beaucoup en cause, et ne vous y trompez pas, ça s'interroge beaucoup en Europe. Pour ceux que je connais, les associations, les collègues, la société, les administrations, tout le monde est concerné d'une manière ou d'une autre. Est-ce dans le bon sens, dans le mauvais sens? On verra à terme. Mais la question de l'hospitalité est remise au goût du jour, en sachant qu'on revient quand même à cette histoire que la France, par exemple, a été un des pays les plus importants d'immigration. La question de stratégie politique. Nous sommes en plein dans cette discussion qui va nous changer pas mal de règles, qui va nous changer pas mal de données. Il va falloir être très vigilant, écouter et analyser ce qui réellement a été changé et ce qui réellement n'est pas changé aussi. Mais aussi, ça a soulevé et ça soulève, et là pour le coup, par l'intermédiaire des médias dont nous avons peu parlé parce qu'il aurait fallu un atelier entier pour les médias, mais les médias qui relaient les propos politiques, cette dimension que nous avons connue avec les Boat People, entre autres d'Asie, cette question de choisir un bon immigré à la place d'un autre immigré, cette question de dire que les réfugiés syriens, pour pouvoir les accueillir politiquement, on va appuyer, on va insister sur des situations, et on l'a vu avec Merkel, et du coup, on va les valoriser en disant, ça a été dit et redit, parce qu'ils sont qualifiés, parce qu'ils sont avancés, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils fuient quelque chose qui était monstrueux que nous ne voulons pas les uns et les autres, mais en parallèle, cela discrimine de plus en plus ce qu'on appelle les immigrés économiques, ce qu'on appelle les immigrés, alors parfois économiques, qui passent dans des statuts de clandestinité ou de sans-papiers. Donc on a sans arrêt cette histoire de qualifiés et non qualifiés qui, hélas, est très importante depuis quelques années, que en France, Sarkozy avait bien mis en place pour jouer un peu sur ces questions-là. Enfin, 4 phases discutées et discutables, bien sûr. La phase des migrations héritées de la colonisation, il faut le rappeler, c'est dans la proximité et sous la contrainte que se sont organisées les migrations maghrébines vers la France coloniale. C'est celle qui m'intéressait pour aujourd'hui. La France a été, durant le XXe siècle, après les États-Unis, le principal pays d'immigration au monde. Les populations maghrébines vont répondre d'abord au déficit en main-d'œuvre, puis en soldats durant la Première Guerre mondiale. À la fin des années 20, 130 000 Maghrébins travaillaient dans les usines, dans les zones agricoles et les bassins houillers, le PLM, comme on l'appelle, et du Nord. Après la guerre, en 1950, vous voyez, je fais rapide, je ne fais pas encore d'histoire, précisément, ils vont être 50 000 à participer à la reconstruction et 500 000, 10 ans plus tard, à l'apogée des 30 Glorieuses, la fameuse période de 1945 à 1973, ainsi nommée par l'économiste Jean Fourastier, parce qu'elle fut faste. Les travailleurs immigrés, entre guillemets, ne s'installent pas, mais effectuent ce qu'on appelle des navettes entre leur région d'origine et leur lieu de travail, où ils furent souvent 4 à occuper 3 postes. Il s'agissait alors déjà d'un processus, je reviens un peu plus sociologiquement, de ce qu'on appelait
Yves Charbit, Marie-Antoinette Illy et Michel Poinard, que beaucoup connaissent ici très bien, le va-et-vient, au travers d'un livre qui est Le va-et-vient identitaire. Vous voyez, c'est pas si vieux. Ils l'ont traité, pas pour les Maghrébins, mais ils ont fait une recherche avec les populations portugaises installées en France et qui revenaient au pays pour pouvoir construire, entre autres, des maisons et autres éléments. Excusez-moi, j'ai chaud. Ces auteurs ont décrit dans cet ouvrage, qui est superbe, vraiment qu'il faut aller lire si vous ne l'avez pas lu, Le va-et-vient identitaire, avec beaucoup d'entretiens, beaucoup d'explicitation. Il parle de nouveaux modèles de présence étrangère. Tiens, nouveau modèle présence étrangère vers les années 70, nouveau modèle présence étrangère en 2015, nouveau modèle de présence étrangère dans les années 80. Vous allez voir que ces nouveaux modèles de présence sont récurrents, on les retrouve tout le temps. À partir d'une enquête auprès donc, de populations d'origine portugaise, nos auteurs ont décrit comment ces acteurs, et je dis bien ces acteurs et actrices, combinaient en l'intensité des liens communautaires le maintien des rapports étroits avec le pays d'origine, et de ce fait une forte identité culturelle. Abdelmalek Sayad, que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous, sociologue algérien qui a beaucoup travaillé avec Bourdieu, a aussi décrit des situations de populations qui sont très en lien avec le pays d'origine. Mais j'y mettrai un bémol, parce que je suis d'une école tariusienne, pour avoir travaillé avec Alain Tarius, où, malgré, et Abdelmalek Sayad nous a apporté énormément d'informations, énormément de connaissances. Il a ouvert la porte vraiment à cette question, un des premiers à avoir sensibilisé à cette importance du là-bas. N'oubliez pas, ils ne sont pas nés en France, ils sont nés dans leur pays d'origine et ils ne sont pas venus vides de l'esprit. En gros, c'est ça. Ils ont des idées, des rêves, des projets, etc. Mais, à mon sens, et pour beaucoup d'entre nous, il l'a beaucoup présenté sous la forme du ni-ni. Le ni-ni, c'est-à-dire que beaucoup par le manque, beaucoup par la souffrance, beaucoup par la désolation, beaucoup par la déshérence, beaucoup par le non-accès à, etc., etc., qui n'était pas faux. Ne vous y trompez pas. Je ne dis pas parce que c'est une façon de penser les choses, ni dans l'identité du migrant, que cela ne voulait pas exister. Par contre, d'autres vont penser cette question par le et, trois petits points et, Alain Tarius en faisant partie, et je m'explique. C'est-à-dire que la notion du va-et-vient, qui est proche, qui a donné lieu aussi à cette notion du et, sous-tend celle de circulation migratoire, c'est-à-dire une notion qui a été développée par, entre autres, Hassan Boubakri ici, qui connaît très bien, Alain Tarius, mais aussi Gildas Simon, donc des sociologues qui ont rencontré des géographes, qui ont rencontré des anthropologues, qui vont proposer dans cette idée du et l'idée d'un fonctionnement en réseau. Nous avons sous-entendu parler du réseau, mais le penser, le vivre, le mesurer, le réseau, c'est important. Ça veut dire aussi expliciter qu'on a beau être dans la déshérence et dans l'échec, parfois selon l'état concerné, humainement et socialement, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la réussite. Donc, l'idée d'un fonctionnement en réseau des groupes de migrants et leur capacité à maintenir des liens entre pays d'origine et pays d'accueil. Donc, une capacité à être, comme disait, pour la citer rapidement, Lamia Missaoui, être à la fois là-bas et être à la fois ici. Elle a travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs tunisiens, entre autres, et avec Hassan Boubakri ici présent, sur cette capacité à mener ces stratégies de vie là-bas et ici. Je regrette, Vincent Gesser n'est pas là, j'aurais aimé, je voulais qu'on débatte ensemble. Je ne parle pas des qualifiés, je ne parle pas des gens qui ont les moyens, je ne parle pas des diplômés, je parle des gens, comme beaucoup d'adultes, d'hommes et de femmes, qui sont partis, qui étaient analphabètes pour certains, qui savaient à peine écrire un petit quelque chose pour d'autres, qui ont connu des situations qui n'ont rien à voir avec celles que nous connaissons pour les migrants qui partent aujourd'hui avec tous des diplômés. Donc je parle de gens qui ont déjà eu cette capacité, qui ont construit petit à petit en revenant dans le pays retour, pierre par pierre. Ça a mis beaucoup plus longtemps que quand on est dans l'élite et quand on a les moyens, bien sûr. Mais il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'invisibiliser, il faut aussi le rappeler. Est-ce que j'ai... Les pays de départ ont aussi bénéficié de ce système. Et hier, je crois que vous avez eu une très belle présentation éclairante là-dessus. Je vais y aller très vite. Au Maroc, par exemple, les années 70 aux années 90, les envois d'argent des émigrés vont rapporter davantage de devises que l'exportation du phosphate et le tourisme réunis.
Ça a été le cas en Égypte aussi, dont les immigrés avec 2 milliards de dollars en 1979 vont apporter autant que de revenus cumulés des exportations de coton, les frais de transit du canal de Suez et le tourisme. Aujourd'hui encore, malgré la crise économique mondiale, malgré la montée du chômage et le ralentissement de la croissance mondiale, les travailleurs émigrés installés dans un pays étranger continuent à envoyer de l'argent à leur famille. En 2012, la Banque mondiale soulignait alors que l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient est l'une des régions au monde qui voit ces transferts d'argent augmenter. Par exemple, en 2012, les transferts des Marocains résidant à l'étranger, principale source de devises du pays, ont atteint près de 43 milliards de dirhams, environ 5 milliards de dollars, dont 2 milliards en provenance de la France. Pour l'Algérie, il est difficile d'avoir des chiffres fiables, je ne les ai pas en tout cas. On peut tout de même dire que la Banque d'Algérie, en 2010, a parlé de transferts de fonds de l'étranger qui s'élevaient à 2 630 milliards de dollars. Quant à la Tunisie, qui a mis en place toute une politique économique en direction des Tunisiens résidant à l'étranger, diaspora tunisienne, on peut dire, TRE, mais nous avons discuté hier avec un collègue présent parmi vous, en disant la connotation que pouvait avoir cette notion de TRE, Tunisien résident à l'étranger. Alors que les Marocains, c'est très valorisant, peut-être que pour les Tunisiens, c'est quelque chose qui est plutôt peu valorisant, en tout cas selon eux, qui représente 10% de la population de Tunisie, a envoyé en 2012 environ 2 282 milliards de dollars, contribuant ainsi à 5% du PIB. Selon la Banque centrale de Tunisie, cet envoi en 2012 ont accru de 25,4% par rapport à l'année 2011, où il n'était que de 1486 milliards de dollars. Bon, je vous donne des chiffres, c'est juste pour avoir des grandeurs. Ne me demandez pas d'être plus loin dans les chiffres parce que je ne suis pas très forte là-dessus. Donc c'est pour ça. C'était juste pour vous donner cette idée vraiment sans cesse qui continue. Ce n'est pas parce qu'il y a chômage, ce n'est pas parce qu'il y a crise, ce n'est pas parce qu'il y a... Ça continue. Ce qui nous permet de passer à cette phase de l'émigration à l'immigration. D'accord, ce troisième point. Le choc pétrolier de 1973 en Europe va faire voler en éclats des modèles migratoires coloniaux. La France, l'Allemagne vont instaurer des quotas d'entrée. Ce n'est pas nouveau, les quotas. Les travailleurs de première génération vont s'installer et vont faire venir leurs familles. Avant 1975, 72% des Portugais et 65% des Algériens vont venir en France chercher du travail. Par la suite, respectivement, 44% et 69% d'entre eux arrivent dans le cadre du regroupement familial. Cette phase est importante puisqu'elle va non seulement rajeunir l'âge des migrants et engager un processus de féminisation intense. On passe alors d'une migration de reconstruction du pays, après la guerre, auparavant, souvent avec des hommes seuls, forts, en âge d'être recrutés, puisqu'il y avait des contrôles à cet effet, à une migration de peuplement avec l'arrivée des familles, femmes et enfants. Je n'ai pas le chiffre exact de combien elles étaient en 1974, mais aujourd'hui, pour vous citer des chiffres que j'ai retrouvés, elles représentent, ces femmes, près de la moitié des migrants internationaux dans le monde entier, c'est-à-dire près de 95 millions. Lorsque l'on parle de féminisation, il faut avoir en tête que c'est aussi une migration de travail, invisibilisée par le processus du terme de regroupement familial, qu'il a été dans les années 74, après la fermeture d'ailleurs de la migration, laissant penser que les femmes, en fait, finalement, n'étaient que des femmes au foyer. Ceci n'est pas faux. Elles l'ont été au début, parce qu'elles n'avaient pas le droit de travailler. C'est aussi bête que ça. Mais très vite, elles se sont engagées dans des associations. Très vite, elles ont participé à la société civile. Très vite, elles ont participé encore plus au lien familial avec le pays d'origine. On a tendance à l'oublier, pensant que seuls les hommes faisaient ça. Ce n'est pas une contradiction, c'est que les rôles à l'intérieur, comme dirait Bourdieu, sont distribués. Et donc, dans ce cas, il y a des maintiens de liens qui sont très importants avec les femmes. À ce moment-là, elles étaient venues rejoindre donc leur mari pour élever des enfants, mais beaucoup ont travaillé, participé à de multiples associations. Aujourd'hui, les femmes migrent pour des raisons de travail. Elles occupent des postes, et quand elles n'ont pas de diplôme, et quand elles ne sont pas à haut niveau, qui est à notre thème, elles occupent des postes de domestiques, elles occupent des postes dans le care, elles occupent aussi des postes dans la prostitution. Et parfois, elles sont aussi diplômées, tout en occupant ces postes.
Alors bien sûr, tout ça est discuté, mais elles font partie aussi de la migration. Avant de quitter ce point, il faut juste rappeler qu'en 1974, les raisons familiales deviennent le premier motif d'immigration. Viennent ensuite l'emploi, les études et enfin la protection personnelle ou de la famille, un peu pour ce qui fait les réfugiés en fait. Aujourd'hui encore, l'immigration pour motif familial prédomine, l'écart numérique entre les hommes et les femmes se réduit. Les hommes restent encore majoritaires, mais il se réduit. Je vous renvoie à un article de Sophie Voss, Genre et migration internationale, Sud-Nord, une synthèse de la littérature qui éclaire extrêmement bien sur ces questions-là. Sophie Voss, V-A-U-S-E. Elle a fait une thèse et un rapport qu'on peut trouver en ligne sur ces questions-là et qui est très éclairant phase par phase et qui, hélas, je n'ai pas pu parce que je voulais vous montrer un tableau qu'elle a bien préparé sur justement le statut de ces femmes à partir de 1974, comment à un moment donné il y avait cette idée d'émanciper les femmes venues de l'étranger, les émanciper, c'est-à-dire les civiliser aussi, puisqu'on voulait civiliser les hommes, mais les femmes aussi, puisqu'elles venaient suivre leur mari, et comment 10 années après, l'accès au travail va permettre de changer ce statut, va permettre d'autonomiser ces femmes, va permettre de leur donner un rôle et une position familiale et dans la société plus importante. Mais que vous pouvez trouver du coup dans cette thèse. De nouvelles destinations vont donc s'ouvrir également au cours de cette période. Les pays exportateurs de pétrole du Golfe et la Libye qui vont faire massivement appel à la main-d'œuvre étrangère. Et comme le dit Elisabeth Longueness, je vous mets mais je cite qu'une partie, le recours à une main-d'œuvre étrangère dans les pays du Golfe, anciens à Koweït, s'est généralisé dans les autres pays, surtout à partir des années 70. Donc vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Avec l'accroissement des revenus pétroliers qui résulte de l'augmentation des prix du pétrole brut après 1973. Dans certains États de la région, les citoyens sont devenus minoritaires dans leur propre pays. C'est le cas de Qatar et les Émirats arabes unis. Presque partout, la population active est en majorité composée d'immigrés. Mais il est intéressant de savoir, je ne travaille pas là-dessus, mais la question a été posée durant cette semaine, qu'en est-il justement de ces immigrés qui vivent là-bas, reviennent-ils, comment, etc. Aujourd'hui, les 12 à 15 millions d'immigrés nés dans un pays arabe se répartissent équitablement l'Europe et les pays pétroliers, donc le Qatar, le Golfe, etc. Ce qui nous permet de passer, certes peut-être un peu rapidement, mais vous avez vu, il y a plus de mobilité, plus de lieux, plus de couloirs, à la question de l'immigré au transmigrant. La distinction entre les États où l'on émigre et ceux où l'on immigre, entre ceux où on part et ceux où on arrive, va se dissiper durant les années 80. Les migrants sont alors soumis, et les migrantes, à un double regard, celui de leur pays d'accueil et de leur pays d'origine. Émigrés, ils étaient valorisés par leur réussite, mais vilipendés par leur oubli des traditions, considérés parfois comme des traîtres à leur culture ou des porte-monnaies. Immigrés, ils étaient stigmatisés, relégués dans des quartiers défavorisés, même lorsqu'ils étaient naturalisés ou assimilés. Et nous pourrions nous arrêter rien que sur ces deux mots-là, naturalisés et assimilés. Comme je ne le dirai pas tout à l'heure, naturaliser veut dire naturaliser une plante, c'est-à-dire redonner vie à une plante qui est morte. Donc, quand on naturalise quelqu'un en France, c'est toujours dans un arrière-fond, pas au quotidien, mais il y a cette idée de ce processus que, vous voyez, pourtant on est dans un monde et un moment où on sait qu'il existait quelque chose avant l'émigration, avant d'arriver dans le pays. N'empêche que ces expressions et ces termes sont représentés par des agents, souvent de préfecture, les agents dans les dispositifs européens, et qui eux-mêmes appliquent ce genre de règles. Et on pourrait en parler si vous voulez, parce que j'ai fait une enquête sur la naturalisation, un peu plus longue, sur comment les réactions se passent. Immigrés, donc je disais, ils étaient stigmatisés. Et alors on va parler petit à petit de la seconde génération. Mais j'utilise la seconde génération, mais je préfère utiliser les héritiers, comme le dit le sociologue Ahmed Boubaker, qui a beaucoup travaillé avec l'immigration algérienne. Pourquoi ? Parce qu'il a essayé, et nous sommes quelques-uns à essayer, d'arrêter de penser cette notion de génération qui est utile pour la première génération et la deuxième génération. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve dans première génération, deuxième génération, troisième génération, 20e génération. On sera éternellement
voilà, des étrangers. On a des populations et des personnes qui sont installées depuis 20 ans et à qui on va rappeler leur, alors j'ai entendu des mots qui mériteraient d'être discutés, leur tunisianité, algérianité, de l'ailleurs, qui peut être un élément positif lorsque soi-même nous le mettons en place, mais qui est un moment assigné, imposé, quand c'est l'institution qui l'impose et qui le bloque, qui le fixe dans un mot. Donc, la seconde génération, c'est-à-dire les enfants nés dans les territoires de pays d'immigration, ou les héritiers, maghrébins, éduqués en France et en Europe, à l'école républicaine souvent, demandent en retour une place croissante dans la société d'accueil, politiquement revendiquée, avec par exemple quelque chose que vous connaissez pour la France, la Marche des Beurs, qui a été lancée par un groupe d'individus et très vite récupérée politiquement par SOS Racisme en 1983, qui est une belle histoire à raconter, qui mérite d'être redite et qui a encore des conséquences aujourd'hui sur les identités de populations installées là-bas. Ainsi, les populations de même origine installées en Europe va tisser au sein de l'espace migratoire méditerranéen des liens foisonnants, économiques, culturels, sociaux. Ce fut le cas entre l'Allemagne et la Turquie, par exemple, comme l'a montré un très beau film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle « De l'autre côté » de Fatih Akin en 2007. On en a parlé rapidement aussi, c'est le retour des décès, des corps. Voilà, des corps En France, pas un café, pas une épicerie arabe, dite arabe, où n'a été placardé des publicités pour des bus à destination de villes et de campagnes maghrébines. D'ailleurs, le nombre des résidents marocains en France se rendant au Maroc au motif de tourisme va passer de, je vous donne le chiffre en gros, 362 000 en 1986 à 809 000, et des poussières, en 1989, et continue encore aujourd'hui. La notion de tourisme est une notion extrêmement intéressante à voir parce qu'elle change à la fois le rapport de l'étranger immigré dans le pays d'accueil, mais celui aussi qui est dans son pays d'origine. Ces ramifications migratoires se poursuivent aujourd'hui et paraissent sans fin, car après la France et l'Allemagne, de jeunes migrants explorent la Belgique, le Pays-Bas, l'Amérique du Nord. Ils inventent de nouvelles formes de commerce entre Barcelone, Marseille, Gênes d'un côté et le Maroc, l'Algérie, la Tunisie de l'autre. Les Marocains regardent des soap opéras sur leurs émigrés. Au Canada, des entrepreneurs circulent avec des projets entre la France, le Portugal et l'Espagne. Des Libanais ouvrent des restaurants en Chine. Des Égyptiens binationaux de seconde génération, entre guillemets, nés en Europe ou dans le Golfe, prennent une place croissante au sein de l'élite cosmopolite du pays. Des Européens investissent dans l'immobilier, inversement. À Marrakech, se font soigner à Tunis, prennent leur retraite hivernale dans les stations balnéaires. À Djerba, à Agadir. Et ça reviendra. Ça reviendra, ça c'est mon point de vue, même si nous vivons une période un peu particulière où l'objectif est justement de casser ces possibles mobilités. Les années 2000 vont marquer un nouveau tournant. Des Africains subsahariens et des Asiatiques tentent d'atteindre l'Europe via les rivages méridionaux de la Méditerranée. On ne peut estimer le nombre, mais les ONG nous rappellent l'exorbitant coût humain. Plus de 7000 morts en 1993 et 2006, dont 3000 de décembre 2003 à 2006, selon le monde diplomatique. Les rivages méditerranéens deviennent des espaces de transit. À cet égard, l'histoire d'Issouf reste exemplaire, je vais vous la lire. Issouf est burkinabé. En 2004, il se rend à Agadez, aux portes du Sahara nigérien. Il traverse le sable, ce sont ses mots. Puis arrive à Sharia Harban, entre guillemets, pardon pour la prononciation, le quartier africain de Seba en Libye. Le travail n'est pas de problème, mais la vie c'est dur, dit-il. Le premier mot d'arabe qu'il apprend, Issouf, c'est memnoua, interdit. Interdit de regarder les femmes, interdit de réagir quand les enfants lancent des pierres. Il reprend la piste jusqu'au port où on part en Europe. Zouara, à l'ouest de Tripoli, et l'île italienne en face, Lampedusa. Voilà un parcours, mais il y en a des centaines comme ça. Là, on va sortir de la fraude, dit-il. C'est ce qu'il voulait. Les carabiniers le conduisent dans le camp de rétention. Tiens. Il obtient pour 3 mois un titre de séjour en attendant que sa demande de statut de réfugié soit examinée. Il se rend alors à Naples et il va dire « Mais ce n'est pas l'Europe, c'est une ville africaine ». Issouf travaille comme manœuvre, tombe malade et puis il va finir par rentrer au pays. Mais il repartira vers le nord à nouveau parce qu'en Afrique, on travaille sans gagner et reviendra au pays pour ne pas couper les racines.
Le partage, l'hésitation sans cesse. Je suis là-bas, je reviens, je repars. J'ai besoin d'argent, mais j'ai besoin aussi de rester en lien. Des centaines de milliers de jeunes, comme Issouf, vont emprunter les pistes du Sahara en direction des destinations européennes, tant racontées par leurs parents et leurs grands-parents. Pour atteindre leurs rêves toujours moins accessibles, ils traversent le désert, ils se frottent aux différentes cultures, aux différentes langues, aux expulsions, aux emprisonnements. Quelques dizaines de milliers vont prendre la mer chaque année à bord de barques qui ressemblent à des tours de Babel, où les Africains côtoient des Égyptiens, ou des Pakistanais, ou des Syriens, ou des Érythréens, etc., etc. Transiter par le Sahara n'est pas que le traverser, c'est aussi s'y installer, paradoxalement ce qu'on pourrait croire. Sur la route de l'Europe, les migrants développent différents savoir-faire. C'est-à-dire, c'est quoi? Apprendre des métiers, apprendre des langues, enseigner, cultiver, vendre, bâtir. Ils développent aussi des savoirs circulés, comme celui qui consiste à mémoriser les routes mentalement des villes où il faudra aller vers l'Europe. Nouadhibou, Tanger, Tripoli, Istanbul, etc. Une géographie invisible va se dessiner. Faite, cette géographie, d'une connexion de ces lieux où les trajectoires individuelles font les places marchandes et migratoires de la mondialisation par le bas, pour reprendre une expression très utilisée par Alentarius et Portes, qui a été soulevée hier. Enfin, j'arrive à la conclusion, et j'espère que je ne vous ai pas trop pris de temps. Qu'en est-il aujourd'hui de l'espace migratoire? Ah, j'ai oublié de vous donner, vous ne m'avez pas fait, c'est pas grave. Qu'en est-il aujourd'hui de l'espace migratoire méditerranéen? Est-il en train de devenir celui de la très grande Méditerranée, célébrée par l'historien Fernand Braudel? Les routes désormais empruntées par les migrants s'étirent, de l'Amérique latine vers la péninsule ibérique. Les subsahariens traversent le Maghreb, des Afghans et des Kurdes transitent via la Turquie et le Proche-Orient. Depuis quelques jours, on parle plus de Sangatte, mais pourtant, il y a encore de nombreux migrants qui essayent de continuer à franchir une frontière à l'intérieur de l'Europe, en France. Avant la crise des Syriens, c'était ce qui occupait les médias régulièrement. Mais la peur et le risque migratoire qu'utilisent les médias, c'est pas le mien, sur les pourtours méditerranéens, banalisent l'enfermement et les expulsions comme mode de gestion des migrations. Il ne faut pas oublier qu'elle s'est déjà traduite par la mise en place de 224 camps destinés à accueillir, comme l'indique un comptage du Courrier international en 2008, 30 000 personnes. Ça a augmenté, bien sûr, aujourd'hui. Florissant au nord comme au sud, des associations de défense de migrants tout aussi différentes que les Ligues des droits de l'homme, que le collectif Éducation sans frontières, Médecins sans frontières qui s'installent dans d'autres lieux, etc., etc. Le durcissement des contrôles aux frontières provoque à la fois la multiplication des couloirs migratoires sur les rives sud de la Méditerranée, empruntés par les migrants, en situation de précarité. C'est celle que je traite le plus, puisque c'est celle que je connais un peu mieux, en quête de l'occasion de passer. Des Congolais se rendent en Égypte via l'Afrique du Sud pour atteindre Israël ou l'Europe. De Chine ou de Pakistan via le Golfe, puis le Sahara. Des migrants circulent, franchissent des frontières géographiques, mais aussi politiques et symboliques pour atteindre l'Europe. Des questions, bien sûr, apparaissent. Il n'y a pas très longtemps, on posait les mêmes questions, sauf qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus exacerbées. 60 millions de sinistrés, dit-on, vont fuir la zone aride d'ici à 2020, selon la Banque mondiale. Est-ce qu'ils vont traverser la Méditerranée? C'est ça la crainte, comme certains le suggèrent. Catherine Witold de Wenden l'a sous-entendu, et vraiment, pareil, je suis d'accord avec elle. C'est un raisonnement qui est difficile à dire s'il est juste ou faux, parce que le lien entre climat et migration internationale est compliqué à mettre en place. C'est pas dit que les gens viendront forcément et traverseront. Il ne suffit pas, et vous l'avez compris, d'être pauvre pour migrer, il ne suffit pas de le vouloir, il ne suffit pas d'avoir les moyens, il faut s'appuyer sur une communauté de circonstances, un groupe, un espace, des liens, des connexions, des gens qu'on connaît, etc. Les plus pauvres, eux, se fixent aux plus proches, souvent dans les bidonvilles de Nouakchott, par exemple en Mauritanie, ou à Khartoum, au Soudan, ou comme cela a été cité avant en Syrie, en Turquie, en Jordanie, en ce moment que vous voyez en direct. L'Europe vieillissante aura-t-elle besoin d'apports migratoires pour se rajeunir? Selon l'ONU, entre 2000 et 2050, l'UE, l'Union européenne, devrait, pour maintenir le volume de sa population, accueillir 47,5 millions d'immigrants. Pas mal. Les faits démentiront probablement ces prévisions. Pourquoi? Et ça, c'est un point de vue qui commence à peine à apparaître. Je pense qu'ils en ont à la fois besoin, et à la fois, les technologies se développent très fort en Europe. Et entre autres, les technologies d'aide aux soins,
à des personnes âgées. On fabrique de plus en plus d'autres façons de venir en aide à ces populations, même si ça ne remplacera jamais l'humain. Car les progrès technologiques rendent l'économie moins dépendante de forts contingents de main-d'œuvre. C'est à la fois le choix qu'a fait dernièrement l'Allemagne, bien sûr, mais on a vu aussi que la France joue l'ambiguïté entre nous, on a 1,9% de fécondité par femme, donc du coup, il n'y a pas besoin qu'il y ait plus d'étrangers qui viendraient aider pour les personnes âgées. Mais l'Europe hésite entre l'ouverture destinée à pallier une natalité donc en baisse et surtout demandée par les secteurs du BTP, de la restauration ou de l'agriculture, ou bien la fermeture pour répondre aux peurs, souvent politiquement construites, des populations européennes. La mobilisation des chefs d'entreprise en Espagne, ça il ne faut pas l'oublier, ce sont des éléments positifs, il faut le retenir. En Italie, en France, pour la régularisation des sans-papiers. Il y a eu quand même des syndicats qui sont sortis, qui sont levés et qui ont protesté. On dit beaucoup sur la nécessité de leur présence. L'Europe de l'Est fournira des migrants communautaires pour répondre à cette demande. C'est le fameux plombier polonais dont on a beaucoup parlé, va se retrouver ainsi à son tour dans la nécessité, à son tour, et c'est déjà le cas, on en parlait avec un de vos collègues, de faire appel à des immigrés extérieurs de l'Union européenne, tels que nous pouvons le voir en direct en ce moment. La France, d'ailleurs, a proposé d'accueillir 24 000 réfugiés. Et sur ces chiffres-là, et je m'arrêterai pas parce que ça évolue. L'hospitalité passe par des progrès en termes d'accès aux soins, à l'éducation, au travail. Que doit-on proposer aux autres afin de nous enrichir de leur savoir-faire et de leur expérience de migrants, de faciliter la circulation des idées, des compétences, des métissages? C'est en se questionnant sur le devenir commun de ceux qui ont tissé des liens entre les deux rives de la Méditerranée que nous pouvons abaisser les barrières et ainsi renouer avec la notion de Méditerranée, creuset de civilisation. Je m'arrêterai là sur ces derniers points. Je voudrais juste, non pas conclure sur ce point, mais j'ai fait une dernière page diaporama qui me permet de dire que nous avons utilisé beaucoup de mots depuis cette semaine. Bien sûr, je ne vais pas vous donner les définitions que vous avez très bien eues de façon juridique, administrative, sur les déplacés, par exemple. Ce que je voudrais vous sensibiliser, c'est que rien n'est figé, rien n'est fixe, rien n'est immuable, tout bouge. Les déplacés de l'Europe, de l'intérieur, après la guerre, étaient aussi des déplacés qui ont bénéficié de ce qu'on appelle des retours, qui ont bénéficié d'aide, ne sont pas les mêmes que les déplacés d'aujourd'hui. Mais on peut, par justement la compréhension et le processus historique, arriver à sensibiliser, entre autres, les sociétés et les États qui accueillent ces populations sur ces questions-là. Les travailleurs immigrés, je ne l'ai pas dit rapidement, mais des populations souvent d'hommes seuls, etc. C'était d'ailleurs des lois en France, il y a eu des rapports qui disaient que c'était les voyous, c'était les dangereux, ils allaient voler les femmes, d'ailleurs, des Européens et des Français. C'est ce qui a donné un peu l'idée à ce qu'on appellerait le regroupement familial. Donc le regroupement familial vient aussi, certes, par une idée politique, mais aussi pour une remise en situation de ce qui se passe au quotidien dans cette peur et crainte en rapport à l'étranger. On n'a pas parlé de l'installation provisoire ou définitive, mais juste pour le redire, c'est-à-dire que la crainte, elle est toujours, et ça me permet de terminer là-dessus, la crainte, elle est toujours d'avoir des populations qui viennent d'ailleurs et qui s'installent. Qui dit installation pour toujours avec ces peurs de prendre l'emploi des autres, etc. Ça a été dit, redit, ils ne prendront pas ces emplois-là. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, l'approche par le transnational, c'est-à-dire arriver à faire comprendre aux gens que les populations qui traversent, qui, au péril de leur vie, vont s'installer dans un endroit, non seulement, bien sûr, apportent des richesses, mais surtout, souvent, ne veulent pas s'installer là où on croit qu'ils voudraient s'installer. Et Sangatte en est une preuve extraordinaire. Ils ont proposé à des populations d'avoir le statut de réfugiés. Les gens ont refusé. Ils ont dit non, on ne veut pas, on veut partir ailleurs. On est toujours dans un monde où l'on pense le statut des migrants et des migrantes dans une position de non-réflexivité. Or, ces populations ont souvent cette capacité de choisir pour eux-mêmes. Donc, lorsqu'on veut imposer par le haut, c'est-à-dire, comme l'a fait Sarkozy, l'immigration choisie, lorsqu'on veut imposer par le haut des choix de population, on oublie que les individus, même si on leur propose ces choix-là, ont d'autres envies, d'autres choix pour aller dans tel ou tel pays ou pour aller ailleurs.
On aurait pu bien sûr s'arrêter sur le mot intégration-assimilation qui aurait été très long, puisque qui dit approche transnationale, c'est pour terminer là-dessus, c'est aussi une approche qui permet de sortir de cette idée d'État-nation. Bien sûr, les frontières sont en cours, bien sûr, les frontières sont ramenées, ravivées en ce moment, mais aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière. Les populations circulent, les populations... Schengen en est un élément, qu'on le veuille ou non, est un élément qui permet de mettre dans les têtes et les esprits des gens qu'on a le droit à la circulation. Pas, bien sûr, pour les non-européens, mais par contre, ça permet d'avoir une idée, une façon de penser l'autre avec nous, entre l'autochtone et l'étranger, pour qu'ils puissent pouvoir aller dans ce sens-là de liberté et de pouvoir entrer dans les pays d'accueil. Donc, lorsque je disais tout simplement intégration-assimilation, ne vous y trompez pas, l'intégration, elle est réussie. Pendant longtemps, j'ai fait des travaux sur des questions de remise en question de l'intégration, où je disais l'intégration ne fait plus sens. Je le dis encore un peu pour certains, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a tellement eu intégration réussie qu'aujourd'hui, on est dans un autre rapport face à ce nouveau citoyen qui, vous l'avez dit tout le long de la semaine, est à la fois là-bas, est à la fois ici, et partage et circule encore dans d'autres pays. Je vous remercie pour votre attention. Un peu ce qui a été dit, je suis absolument pour qu'on lise et qu'on comprenne toutes les règles juridiques. Et c'était l'objectif de cette école d'été. Et moi-même, j'apprends beaucoup, vraiment. Mais je suis pour que vraiment vous remettiez sans cesse ces questions. C'est-à-dire une administration qui applique une règle, c'est normal. Mais la vie quotidienne des gens, elle est autre. Et quand je dis elle est autre, ça veut dire aussi être capable de saisir ces différences de situation qui, normalement, à mon sens, doivent changer la loi, les règles, etc. Ce qui a été un peu expliqué par rapport au plaidoyer, d'ailleurs, que tu proposes. Donc, il y a à la fois quelque chose de figé et quelque chose qu'il faut sans cesse remettre en question. Je fais partie d'une école qui s'appelle la sociologie des initiatives et des compétences. C'est-à-dire, c'est un choix volontaire. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens dans des situations très difficiles. Mais quand on discute avec ces gens, on retire autre chose que juste les larmes et juste les difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il faut les nier, ne vous y trompez pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les montrer, les expliciter. Mais ça veut dire, n'oubliez pas qu'il y a de la réussite dans ces choses-là. Que la migration, elle est réussite des deux côtés. Mais pas uniquement financière, comme ça a été dit, pas uniquement... elle est aussi sociale, elle est aussi familiale, elle est dans micro-sociologique. C'est-à-dire que là, nous rentrons dans des petits cas, des petites situations qu'il faut, qui, j'espère, dans vos travaux, dans vos réflexions, pourraient nous ouvrir des portes. C'était juste pour dire ça. Un peu pour m'aider. Je voudrais insister et un peu continuer pour le débat par rapport à la proposition faite par Sonia, par rapport à la remise en cause continue des modèles, des observations. Il ne faut jamais rester confortablement sur ce qu'on a vu ou considérer que ce qu'on a vu, on l'a découvert, c'est nouveau, on est content et puis on passe à autre chose. Donc là, au niveau méthodologique, je crois, Sonia, c'est très important. Si tu peux revenir sur ça pour nos amis et nos collègues qui sont ici présents, y compris moi, je veux dire, je suis totalement dans cette position, c'est-à-dire être toujours dans le doute, se poser toujours des questions, mettre en cause, je dirais même quand on est dans des approches qui ont l'air d'être, par exemple, juridiques, très sûres, très réglées, très formelles. C'est toujours mettre en cause, se poser des questions, voir comment ces figures ou ces réalités qu'on croit, je veux dire, presque uniques, je dirais, elles sont remises en cause par le quotidien, par le terrain, par l'évolution des contextes, par des lieux différents. Un subsaharien étudiant qui est à Tunis, il vit, je dirais, relativement confortablement et mieux intégré. Il arrive à valoriser et à investir ses relations mieux qu'un subsaharien qui est à Zouara, par exemple, ou qui est à Sebha. Rien que ça, je veux dire. Donc, dire que tous les subsahariens sont dans la même situation, misérable ou confortable, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, je me souviens bien que
quand les cadres de la BAD, vous vous souvenez, sont arrivés à Tunis en 2003, avec la guerre civile en Côte d'Ivoire, la BAD s'est réfugiée en quelque sorte à Tunis à l'époque. Et les Tunisiens, la société tunisienne a été, enfin tunisoise surtout, a été un peu bousculée, je me souviens, au départ, par ces gens qui arrivaient, je veux dire, d'une grande capacité financière, installés dans les beaux quartiers de Tunis. Et pire que ça, c'est que une partie des parents tunisiens qui mettaient leurs enfants dans la mission française, quand il y avait l'arrivée des enfants de la mission d'Abidjan, beaucoup sont venus protester, il y a eu beaucoup de tensions, ils ont dit on n'a pas mis nos enfants blancs là pour qu'il y ait autant de Noirs et autant d'Africains. Donc ça a fait beaucoup de tensions entre les populations, il a fallu, je crois, une année justement pour régler ce problème. D'un autre côté, par rapport à ce que tu as dit, vraiment, je veux dire, rien que par rapport à cette circulation entre ce champ migratoire, il faut être très attentif aux différentes situations qui sont liées aux figures. Et je crois que si tu peux revenir aux figures, parce que tu ne l'as pas beaucoup développé, je crois que c'est très important. Je veux dire, cette question des figures mouvantes. Ce n'est pas les figures figées, mais les figures mouvantes des différents migrants et des différentes catégories de migrants qui circulent en relation avec la famille, en relation avec le statut socio-professionnel à l'étranger, en relation avec l'activité qu'on fait, en relation avec le statut juridique. Par exemple, de quelqu'un, je me souviens, par exemple, pour le regroupement familial. Moi, j'ai l'impression qu'on le voit beaucoup d'un seul angle. Mais en fait, pourquoi, par exemple, maintenant, des familles, enfin des membres de familles, des couples, assez avancés dans l'âge, et qui ont résisté à un certain moment à ce regroupement familial. L'homme ne voulait pas faire venir sa femme. Et puis, il fait venir sa femme à 50 ou 60 ans, parce que la femme doit accompagner le garçon ou la fille avant qu'il n'atteigne les 15 ans, les 18 ans, pour qu'il soit admis au regroupement familial. Et après, les deux membres de la même famille, le couple âgé, deviennent des membres circulants entre les familles qui sont là-bas, le fils marié ou la fille mariée, la famille, enfin, les petits-enfants qui sont mariés, et l'autre partie qui est ici. Ce qui fait qu'il y a une mobilité des grands-mères et grands-pères qui n'a rien à voir avec le fantasme que les gens veulent s'installer, veulent immigrer de l'autre côté, profiter des avantages sociaux, peut-être. Mais il y a aussi cette volonté de pouvoir circuler et de renforcer le lien et de jouer un rôle par rapport aux deux sociétés en fait, familiales auxquelles on est lié, c'est-à-dire d'un côté les enfants et la partie de la famille éclatée qui est là-bas et de l'autre côté qui est ici. Merci. Merci. J'ai juste deux questions pour savoir l'avis du sociologue, vous êtes. Ma première question, elle est liée à la troisième génération. Parce que le flux migratoire, il a changé par rapport au changement de développement économique, social des pays de destination ou bien les pays d'accueil. Donc il y a un changement de flux migratoire. Il y a beaucoup et dans ce cadre-là, au début, il y avait beaucoup le problème de la langue. C'est pour cela que c'est un facteur aussi qui explique la question d'aller-retour, le va-et-vient que vous avez cité. Une deuxième question, elle est, pour avoir juste votre avis sur ces questions-là, et les flux migratoires actuels, en termes de composition, ils ont beaucoup changé, surtout lorsque je parle de la Tunisie, les Tunisiens qui vont aller vers l'Europe. Tout ce qui est régulier et irrégulier, bien la migration clandestine. On se trouve dans des situations où actuellement, il y a, disons, les compétences du pays sont en train d'émigrer vers les pays de l'Europe. Oui, et donc, il y a une attraction des pays. Donc, ça rappelle un peu, mais d'une manière différente, les 30 glorieuses. Parce que parmi les explications des 30 glorieuses, l'apogée économique de l'Europe, c'était les immigrants qui ont beaucoup contribué. Donc, il fallait voir une autre lecture
comme vous l'avez dit, le vieillissement de l'Europe, ils ont besoin de la main-d'œuvre, etc. Donc il va y avoir peut-être un retour de quelque chose comme les 30 juristes. Et merci. Merci. Et dans cette école, puisque dans l'immigration, il y a tout ce qui est justement la focalisation. Une fois, on va s'intéresser sur ce qui se passe à Sangatte. Ensuite, ça sera les Roms. Ensuite, ça sera, enfin pour le cas français. Ensuite, ce sera les Syriens. Ensuite, ce sera un autre problème. Puis c'est un peu la même chose ici en Tunisie. Justement, la médiatisation est très importante des enjeux migratoires. Permet justement soit de mettre en avant plein de fantasmes comme les 2 millions de Libyens qui sont ici, l'enjeu, ou alors en Europe, l'enjeu de l'invasion. Et voilà, si vous voulez, c'est juste une remarque pour dire que il me semble que la médiatisation des enjeux migratoires, celui qui fait que les gens votent, tout ce qui est la dimension des discussions de café du commerce, sont aussi importantes dans la réflexion sur les migrations. Voilà. Bonjour. Très intéressant votre esquisse historique et surtout ces phases ou bien ce que ça appelle les âges de l'immigration. Et je trouve que justement, durant cette école d'été, on a surtout mis les lumières sur le rapport migration et développement, transfert et investissement. Et on a surtout oublié le rapport de l'histoire et de la mémoire de l'immigration maghrébine, que ce soit particulièrement en France ou bien dans d'autres pays d'immigration. Au Maroc, par exemple, on a eu quelques initiatives. Par exemple, on a travaillé avec les mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais ou bien les Marocains qui ont travaillé, par exemple, dans la maison de Renault. Et je pense que ça aussi, ça joue un rôle très important dans le développement des pays d'origine. Et surtout, je pense que c'est primordial d'enseigner cette histoire de l'immigration qui est une histoire importante dans l'histoire générale de pays, et ça veut dire de l'histoire nationale du pays. Et puis justement, cette figure de ces premiers migrants, je veux dire des années 70, qui sont les initiateurs justement de ces initiatives ou bien de ce champ migratoire transnational qu'aujourd'hui on l'accorde souvent juste aux migrants qui sont qualifiés. Donc, juste pour revenir sur la question de l'histoire et de la mémoire de l'immigration maghrébine. Merci pour les informations qu'il donne. Il y a des questions. Première question, est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent être utilisées au cours des zones de transit? Et deuxième question, comment intégrer les migrants à l'Europe? Moi, j'ai peut-être un petit commentaire et une question de précision. Je pense que Sonia a présenté un travail très très riche, très dense, avec beaucoup de mots, de couleurs, de lieux. Tout ça, c'est très très riche. Mais c'est le rôle du sociologue aussi de montrer la richesse dans un discours sur la migration. Alors, dans tout discours sur la migration, je pense l'une des précautions que Sonia met en évidence, c'est le sens des mots. Il faut faire très très attention à aller vers l'étymologie. Quel que soit le domaine dans lequel on travaille, que ce soit du point de vue économiste ou juriste, etc., chercher l'origine des mots et le sens réel et l'image que ces mots vont transmettre dans la construction des comportements sociaux. On ne réagit qu'à travers, disons, les mots et le sens que véhiculent ces mots. Alors, cette précaution est fondamentale. Sonia a parlé, je ne prends qu'un seul mot, le sens du mot de naturalisation, le sens du mot de l'assimilation. On peut y aller. Et il y a aussi, peut-être, à rectifier aussi le sens du mot clandestin. Ça stigmatise quelque part une population donnée. Donc il y a pour moi l'une des précautions pour tout un chacun, quel que soit notre domaine d'intervention dans la production d'un discours, qu'on intervient à la presse, qu'on intervient à la radio, parce que même les journalistes doivent être formés pour ne pas véhiculer
des mots pleins de sens et qui va stigmatiser, qui va criminaliser même des populations qui sont là. Qu'ils circulent, qu'ils s'installent, tout. La terre nous appartient. Les frontières sont des frontières créées par l'homme. Si la circulation, la mobilité a été mise en place en Europe pour un certain nombre de pays de Schengen, attention, la circulation telle qu'on le comprend dans le sens européen a aussi une autre connotation pour l'Afrique. Par exemple, le groupement d'Afrique de l'Ouest, où la circulation est autorisée. Plus près de nous, le Maghreb, où la circulation est autorisée. Mais qu'en est-il réellement? Donc, pour moi, le sens des mots est très, très important. Tout en chacun, lorsque vous écrivez, il faut vous interroger. Le terme que je suis en train d'utiliser, est-ce que c'est le bon? Est-ce que je ne suis pas en train de provoquer, de donner un poids à un mot qui ne le mérite pas, ou encore qui risque de dénaturer le phénomène, dénaturer ce que je veux dire même. Hein? Là, je pense que dans le discours produit par Sonia, enfin la construction, parce que toute, disons, analyse est une construction. Et on peut déconstruire cette construction, le reconstruire. Et ça, l'intérêt. Voilà, là, j'aimerais bien que Sonia y apaise sur le sens des mots que tu avances et qui sont utilisés par nous tous maintenant. Parfois consciemment, inconsciemment, on se fait du mal et on fait du mal aux autres sans le savoir. Je vous remercie. Je salue, au fait, dans ta présentation, la richesse des catégories que tu évoques en termes de migrants. Et je veux attirer l'attention des participants à une catégorie que je ne trouve pas ici. C'est les non-circulants, en fait. C'est les membres de familles de migrants qui restent au pays et qui subissent un vrai traumatisme et se retrouvent face à de vraies difficultés d'insertion dans leur propre société. À cause de ce mirage, de ce rêve d'une migration, d'une Europe de manière générale, pour le cas des Tunisiens dont les parents émigrent. Souvent, ces gens, ces jeunes, ces fils, tout particulièrement, subissent la décision parentale de ne pas les emmener avec eux. Et ça, c'est vraiment très important. C'est une catégorie à étudier d'une manière poussée, à mon sens, mérite qu'on lui accorde une importance dans les études, dans nos études. Voilà, merci. Pour les phases de la migration, et dans ce sens-là, j'aimerais poser une question pour savoir quel est l'impact de chaque phase sur les relations entre les migrants, surtout qu'il y a des migrants qui proviennent de différentes zones géographiques et qui ont des statuts différents. Est-ce que ce sont des relations de solidarité, de concurrence, de méfiance? Et surtout ces dernières années, on a vu comment les migrants, donc parfois, pour les Tunisiens par exemple, après 2011, c'est un élan de grande solidarité. Au début, hein, mais maintenant les choses ont changé. Et dans les autres phases, comment s'est présenté ce type de rapport? Également pour les générations, il y a plusieurs générations. Comment se présentent les rapports entre les générations en fonction des phases de migration? Parce que c'est bien, tout à l'heure, on a parlé de regroupement familial, l'homme qui fait venir son épouse, ses enfants, et puis il reste. Mais aujourd'hui, on constate aussi une certaine décomposition. L'homme veut rentrer, s'installer en Tunisie, et son épouse veut rester avec ses enfants et ses petits-enfants dans les pays d'accueil. Donc vous voyez, donc, du regroupement, on passe peut-être aux décompositions. Et le divorce. Oui, tout à fait. Donc, je crois comprendre ça. Et je vais repartir par la dernière, bien sûr, hein, ça m'est plus simple. Pour avoir travaillé avec des populations gitanes, je dis bien gitanes, non pas tziganes, des populations gitanes, comme je disais tout à l'heure, je rappelais que les Roms, lorsqu'il y a eu cette vague migratoire de l'Europe de l'Est, de Bulgarie, les Roms sont venus
avec d'autres projets, d'autres idées, d'autres façons de penser le monde. Je suis retournée voir les personnes que je connaissais, gitanes de Perpignan, de la Catalogne. Et, tout le monde ne connaît pas le terme de différence entre gitans. Samahni. Oui, pardon. En gros, le terme tzigane exprime un groupement de population. C'est un terme générique qui fait lien avec une population qui vient d'Europe de l'Est. Je ne vous raconte pas l'histoire lointaine qui serait venue d'Égypte et qui aurait traversé, monté en Europe, mais ce sont des populations, des minorités souvent dans leur propre pays. En Roumanie, ils sont très importants, en Bulgarie, et qui ont des identités de vie souvent nomades. Ce sont les gens nomades qu'on va passer pendant longtemps. Ils étaient un peu considérés, d'ailleurs, ils s'appelaient les nomades. Et en France, on a encore des panneaux pour les nomades. Ce sont des gens qui passaient, qui vendaient certains produits en lien avec le cheval, certains autres produits. Donc, ils n'étaient pas installés, ils n'étaient pas institutionnalisés. Ils vivent encore plus ou moins différemment des populations autochtones parce qu'ils ne veulent pas s'installer, ils veulent garder un niveau de vie différent, ils veulent ne pas avoir le même rythme. J'ai travaillé avec eux, avec l'école, et le rapport, par exemple, à l'école le matin est très difficile. Donc, souvent, les gitans ne viennent pas le matin. Ce sont les enfants de plus en plus sensibilisés à la question qui vont réveiller leurs parents pour pouvoir les amener à l'école, par exemple. Mais ça, c'est une autre belle histoire des relations. Donc, pourquoi je dis qu'il y a une différence entre les Romains et les gitans? Les gitans, alors je n'utilise plus le terme tzigane, parce que tout simplement, voilà encore un mot à connotation, vous voyez, ça nous ramène sur... On a le même problème. En France, toutes les administrations parlent des tziganes. Mais tzigane est un mot qui a été imposé sous Vichy, sous la période nazie, parce que c'est considéré comme des sous-hommes. Alors tzigane lui-même veut dire homme libre, mais les pouvoirs en place à l'époque, les régimes, ont enfermé les tziganes comme étant des sous-hommes. Voilà, clairement, il y avait les étrangers, les juifs et les tziganes. Donc le tzigane, en Allemagne, n'est plus utilisé. Il y a une loi qui est passée, on ne l'utilise plus. En France, on l'utilise encore pour se faire comprendre. Du coup, on mélange dedans Roms, Gitans, Sinti, Manouches. Or, moi, je dis des groupes de population, c'est le côté sociologique, ce sont des groupes de population qui, parfois, de plus en plus sont très sédentaires, ils ne bougent plus beaucoup, ils font des pèlerinages religieux, c'est leur grande mobilité, on va plus parler de mobilité. Mais les Roms, les gitans sont installés dans le sud de la France et en Espagne. Donc il y a les gitans du sud, d'ailleurs, qui remontent avec les Catalognes. Donc après, il y a des histoires d'identité très complexes. Donc en gros, voilà, c'est pour vous dire, ce sont des populations qui sont très présentes en France, dans certains endroits différemment. La différence, c'est que j'ai le plaisir de travailler avec Elentarius sur Perpignan. Et Perpignan, ils sont propriétaires. C'est un des cas rares où les gitans sont propriétaires de maisons. C'était d'ailleurs les Juifs qui les ont vendu leur maison lorsqu'ils fuyaient la guerre. Et c'est comme ça qu'ils ont eu accès à la propriété. Mais ceci est une autre histoire. C'est une forme d'intégration. Ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, quand j'utilise plus le terme tzigane, c'est parce que je sais que Vichy a voulu le remettre à nouveau et que dans les histoires, j'ai lu les bouquins d'histoire et où il y a vraiment des connotations importantes. Mais on n'a pas trouvé encore d'autres mots pour les mettre pour expliquer un peu ce groupe de population. Donc on va parler, moi je parle de Rom tzigane, voilà, je garde encore ce mot, mais je mets le terme Rom. Pourquoi? Parce que le groupe Rom, est un des premiers groupes qui s'est monté politiquement, c'est-à-dire à Bruxelles, c'est un des premiers groupes qui a voulu, et ce n'est pas rien dans une minorité qui se monte politiquement, c'est le seul qui n'avait pas une sorte d'instance politique. Ça marche plus ou moins. C'est pas très, ils ont un rapport à toutes ces choses-là un peu compliquées. Tout ça pour dire, quand les gitans installés donc à Perpignan et dans la région, à Toulouse, à Barcelone, sur la Catalogne, mais aussi un peu partout, les Manouches sont installés plus vers le nord de la France, et puis d'autres comme ça, voilà, il y a des identités selon les territoires. Tout ça pour dire que lorsqu'il y a eu cet élan de Roms qui sont venus pour travailler souvent, qui demandaient vraiment de travailler, puisque ça a été dit, ils ont le droit de circuler mais n'ont pas le droit de travailler. Vous vous rappelez, ça a été dit par Witold de Wenden ou je ne sais plus, ou peut-être Philippe Auriquière. Donc c'est important ça, parce que ça change tout. Du coup, les gitans, la première chose qu'ils ont dit, c'est on ne veut pas les voir ici. Et ça rejoint la question de la solidarité entre immigrés, entre étrangers. On ne veut pas les voir ici parce que nous sommes intégrés, nous avons réussi à nous intégrer et eux, ils vont tout nous casser.
Je vous plaisantez ou quoi? Et j'étais là, pour ceux qui connaissent un peu Perpignan, il y a des situations un peu complexes. On a eu des périodes où des femmes accouchaient à l'extérieur. Enfin, je veux dire, ils demandent beaucoup à avoir des maisons, mais c'est très difficile. On ne leur donne pas en priorité. Enfin, voilà. Et donc, du coup, ils sont partagés entre une identité culturelle comme ça complexe. Tout ça pour dire, pour ne pas aller trop loin après avoir identifié ces populations, pour dire que les solidarités entre étrangers, elle a ses limites. Elle a ses limites parce que, d'abord, beaucoup de personnes, et oui, je disais tout à l'heure, l'intégration réussie, et oui, vont penser comme pense la société d'accueil dans laquelle ils sont. Et oui, ça va être les premiers à dire « Ah, mais mince, les Roms qui arrivent, ils sont en train de salir là dehors, alors que nous, on avait tout nettoyé. » Et pour les Maghrébins, pour les autres populations arrivées, il y a eu cette même situation-là. Il y a eu des solidarités entre populations, mais il y a des conflits entre populations. Les Tunisiens sont peu nombreux, donc peu présents. Donc quand il y a un amalgame, quand on dit tu es un immigré, on pense algérien, souvent, en ce qui me concerne, il s'avère que voilà, j'ai connu un peu ça, on me dit toujours tu es algérienne, tu es marocaine, et puis on oublie. Je dis non, mais il manque un pays, est-ce que tu peux dire je suis tunisienne aussi. Donc il y a cette image qui est véhiculée par rapport à des catégories d'immigration homogènes, c'est-à-dire un même sac. Il y a non seulement ça par rapport à l'extérieur, mais en plus entre les populations concernées, il y a ceux qui méritent de migrer et ceux qui ne méritent pas de migrer. Les Laotiens, lorsqu'ils sont arrivés par le Boat People, ils avaient un niveau d'éducation très élevé, très politiquement engagé. Il y a un très beau texte de Berthaud qui dit à un moment donné, clairement, nous sommes de meilleurs migrants parce que nous sommes discrets, parce que nous, on ne se visibilise pas, parce que nous, on construit le pays à la différence de, et ça, je parle d'une période qui est la période des rodéos. Il y a eu pas mal de rodéos portés par des jeunes de banlieue, et dans ce cas, ils étaient très pointés du doigt comme étant les fouteurs de troubles, comme étant des individus à ne pas intégrer, qui ne sont pas bien intégrés. Donc oui, pour répondre à cette question de solidarité et pour répondre à cette question de l'usage des mots, donc derrière le mot immigré, des fois il y a cette éternité d'étrangers, et puis il y a toujours ce choix du bon et du mauvais immigré. Ça et là sont là encore. Hein. Mais elle n'est pas que du pays d'accueil, elle est aussi des personnes concernées elles-mêmes. Il ne faut pas en avoir peur. Hein. Pardon de le dire comme ça, mais parler avec des populations tunisiennes là-bas de première génération, je vais revenir sur le terme de génération, lorsqu'ils vous parlent des Algériens, des fois, j'ai envie de lui dire, mais arrête, ce sont les voisins. Donc ça arrive, ça aussi, c'est-à-dire que le rapport raciste face à ça, les mariages mixtes, il y en a eu beaucoup par les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai assisté à des situations où le père refusait complètement d'arriver parce qu'il y a eu trahison, parce qu'elle s'est mariée avec un Algérien, la Tunisienne avec un Algérien, ou la Marocaine avec un tel. Il y a toujours ces conflits humains du quotidien qui font partie de cette construction aussi des populations dont on parle. Alors je ne sais pas si je réponds un peu à cette question de solidarité, un peu à cette question, je pourrais revenir là-dessus si j'ai mal répondu. Et pour revenir sur cette question de génération, moi, il est vrai que je n'utilise pas le terme génération parce que ça me gêne beaucoup, tout simplement parce qu'en 2001, j'étais dans mon bureau et il y a les tours qui tombent. Et j'ai une collègue avec qui je travaille depuis très longtemps et qui arrive et qui me dit et toi la musulmane? Alors là, c'était la première fois depuis que je suis dans cette université qu'on m'appelle, moi, et toi la musulmane. Pour moi, c'était un choc. Je dis, mais explique-moi ce que ça veut dire. Ben oui, quand même, tu es arabe, tu es musulmane, tu es, donc, passons l'amalgame. Mais c'est-à-dire que pour moi, j'étais française d'origine tunisienne. Voilà, c'est mon point de vue. Mais elle m'a donné non seulement une identité musulmane, pas que ça l'arrangeait, parce qu'on parlait à cette époque-là. On commençait à parler de... Voilà, pardon ? Le 11 septembre 2001, on commençait à parler, bien sûr, des problèmes religieux, Daesh, Acme compagnie. Et donc, du coup, tout d'un coup, moi, je rentrais dans cette catégorie-là. Et là, il a fallu expliquer, il a fallu faire un séminaire, nous l'avons fait, pour expliquer, pour rappeler un peu quelques éléments, en disant, si vous ne faites pas cet effort-là, alors que vous êtes dans un milieu intellectuel, c'était des collègues sociologues, hein, dans un milieu intellectuel, qu'allons-nous faire? Que font les gens après, dehors, dans la société civile? Comment peut-on leur demander à eux d'être plus fins et plus intelligents avec les mots? Si nous n'utilisons pas les bons mots, nous n'essayons pas de faire cet effort
là, ça ne marchera pas. Et je rejoins cette idée dans le sens des mots. Bien sûr que le sens des mots porte des connotations. Quand je dis première génération, je rappelle souvent quand je parle avec les collègues, c'est première génération pour moi, c'est ceux qui sont nés ici, par exemple en Tunisie, qui ont migré en France, d'accord? Deuxième génération, ce sont les enfants, d'accord? Qui sont donc nés souvent en France, surtout nés en France. Alors on a parlé beaucoup de résidence, donc je ne vais pas revenir là-dessus, hein, d'accord? Sur là où on est né. Et ça veut dire accepter que celui qui est né en France est français. Et ce n'est pas encore clair pour beaucoup de gens, mais ça ne l'est pas non plus pour la population concernée, c'est-à-dire qu'eux-mêmes parfois l'oublient. Parce que selon les moments, selon les situations, on va plus se sentir tunisien, algérien, marocain, on va le mettre en valeur. Et alors que quand on parle avec les individus concernés, on se rend compte que ce n'était pas du tout ça. C'était juste parce qu'à un moment donné, il y avait une revendication identitaire forte à ce moment-là. Donc oui, le sens des mots est important. Immigrer pendant longtemps, le terme immigré, je ne raconte pas l'histoire de son apparition. Mais par contre, pendant longtemps, on considérait immigré personne qui va repartir chez elle. Ça, c'est durant la période de la construction. Quand on a compris que cette personne ne partait pas, ce sont les entreprises qui ont demandé « arrêtons de les faire partir ». On a formé des gens, on voudrait les garder. Déjà, il y a eu cette demande-là. Ce qui n'est pas inintéressant, parce que des fois, on est un peu un discours, en ce qui me concerne, un peu de gauche, mais de temps en temps, je me dis « ah mince, il faut que j'aille voir de l'autre côté aussi ». Et donc, du coup, immigrer... dans les années 80, quand il y a eu la marche des beurs, c'était une façon de dire, d'ailleurs beurre, c'était notre mot, c'était une façon de dire, on veut bien dire notre identité d'origine, mais attention, on est d'abord là, on est présent. Et aujourd'hui, en 2000, immigré, c'est celui qui est installé en banlieue, n'importe laquelle en France, par exemple, mais pas que. Il peut être installé en centre-ville, il ne faut pas se tromper, et qui, lui, par contre, a la capacité de faire des mobilités, je reviens sur la circulation, de pouvoir bouger pour X raisons. Par exemple, envoyer son enfant qui est en échec scolaire en France, l'envoyer en Allemagne ou en Belgique. J'en ai rencontré beaucoup. Comment est-ce qu'ils ont réussi à penser cette idée? La maman, par exemple, à un moment donné, me dit « Mais c'est parce que j'ai vu, tu sais, ces nouveaux migrants-là qui arrivent. Ils n'ont rien, eux, mais ils n'arrêtent pas de bouger. » Et pourquoi est-ce que moi je ne le ferais pas pour ma fille qui est en échec scolaire, qu'elle a envoyé en Belgique en essayant de trouver quelqu'un qu'elle connaissait, etc. C'est un peu l'Erasmus, j'appelle ça l'Erasmus, c'est un cursus, les universitaires connaissent ça, c'est pour partir à l'étranger, mais là c'est un protocole bien réglé. Là ce sont les familles elles-mêmes et souvent les femmes. Les femmes pour essayer de faire sortir leurs enfants de situations précaires, d'échecs scolaires, de pas de travail, de drogue, etc. Mais pas que, vont aller chercher ce qui se passe à côté chez les voisins. Donc, les immigrés installés, il y en a toujours. Des Français d'origine immigrée, il y en a aussi, intégrés. Des circulants et des circulantes, il y en a, et ils croisent ces gens-là. Après, on a des bonnes choses et parfois on a des mauvaises choses. Il y a une enquête là, qui est en train de se mener, bien sûr, sur la question du réseau Daesh, entre guillemets, et qui aussi font partie de ces compétences-là, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'être installés, d'être totalement intégrés, d'être assimilés. C'est-à-dire qu'ils jouent la carte. Il n'y a pas mieux dans un pays d'accueil lorsqu'on est plus assimilé. C'est-à-dire que quand on s'habille pareil, quand on a l'impression qu'on peut ne pas appartenir à une autre identité. Pourtant, on s'est rendu compte aujourd'hui que c'est fini, qu'il ne fallait plus penser comme ça. Mais n'empêche que c'est toujours présent dans l'esprit. Donc voilà ce qui concerne, c'est plus un processus, famille transnationale. La famille transnationale, elle a un élément supplémentaire qui est extrêmement intéressant. De plus en plus, des familles maintiennent le lien, mais maintiennent le lien pas que économique, maintiennent le lien affectif, maintiennent le lien de solidarité. C'est l'élément le plus important, je crois, dans ce qu'on appellerait famille transnationale. Ça veut dire des familles qui sont capables, là pour le coup je reviens à l'entraide. Fatima Kacha a fait une très belle thèse sur les familles marocaines transnationales et qui explicite comment, eh bien oui, voilà, on va privilégier la famille du côté de la femme, par exemple, pour faire migrer des cousines, des cousins, mais beaucoup de filles, pour faire migrer aussi d'autres filles, dont une scène, par exemple, qu'elle raconte dans son livre, dans sa thèse, qui est la maman, elle l'a fait passer dans la voiture avec une grosse jupe, elle était habillée avec une grande jupe, et la jeune fille est passée
passés en dessous de la voiture et ils sont passés comme ça à la frontière, hein, avec des prises de risques. Alors les passeurs, c'est qui les passeurs? Bien sûr, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, c'est compliqué, mais cette dame était passeur. Elle a fait passer sa famille illégalement. Exactement, sauf que, voilà, alors bien sûr, c'est un peu visible, après la personne va trouver du travail, enfin, elle a suivi ces familles-là, vous pourrez avoir plein d'informations extrêmement intéressantes, mais la famille transnationale, c'est une famille qui est capable de jouer entre les deux, c'est-à-dire à la fois de ce qui est légal et illégal, d'essayer de faire survivre. En fait, pour moi, ça se rapproche de ce qu'on appellerait la diaspora juive. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la diaspora, telle qu'on l'a étudiée juive, et je le dis sans note devant moi, donc je le dis comme ça spontanément, ça avait un avantage, c'est que quand on part à l'étranger, on maintient le réseau, on maintient le lien, et on fait tout pour que les enfants qui sont à l'étranger réussissent. Mais réussissent dans l'éducation. On leur donne les bonnes écoles, on essaie de les faire qu'ils aient tous un travail, qu'ils s'intègrent et qu'ils s'assimilent au maximum. On est en train d'arriver à quelque chose qui ressemble à ça dans la famille transnationale. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ses origines, bien au contraire, puisqu'on est en train de se rendre compte que ça paye bien aussi, parce que ça plaît tout simplement, et puis ça fait marcher d'autres commerces. Mais il y a cette volonté, cette prise de conscience qu'on peut, dans la mobilité, réussir des choses que des institutions n'ont pas réussi à faire, ou que seuls nous n'avons pas réussi à faire. Et donc en famille comme ça, il y a de l'entraide. Alors je pourrais vous lire une définition que Sylvie Mazella met dans son livre, d'ailleurs un autre nom, Sylvie Mazella, la sociologie des migrations, qui reprend pas mal ces questions-là sur l'approche transnationale. Je regarde les questions, si j'ai répondu à peu près, à toutes mes questions. Alors, la question du vieillissement de l'Europe, ça a été posé tout à l'heure. Moi, j'attends de voir. Vraiment, j'attends de voir. Je pense qu'il y a besoin de... Ça se fait déjà, en fait. Ça se fait déjà. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes issues de l'immigration maghrébine, entre autres, ont eu peu qualifiés, c'est-à-dire sont sortis à la 3e, donc pas de bac pour certains, commencent à revenir sur des emplois qui est autour du care, c'est-à-dire qui vont prendre soin des personnes âgées, des auxiliaires. On se rend compte que les familles françaises, pour parler de celles que je connais, à la fois hésitent entre mettre les membres de la famille âgés dans les centres, dans les maisons de retraite, et en même temps ne voudraient pas s'en occuper. Donc il y a quelque chose, il y a une porte intéressante qui s'ouvre, qui laisse un espace, une possibilité pour pas mal une catégorie de population pour revenir sur ces emplois-là et les occuper. Alors bien sûr, il y a ceux issus de l'immigration y installés là-bas, mais il y a aussi les nouveaux arrivants qui, eux, parfois viennent avec des compétences, de savoir-faire, là pour le coup, d'être en réseau, en lien avec la famille, les personnes âgées, et qui arrivent très bien. C'est une catégorie, je ne dis pas que tout est comme ça, je ne dis pas que ce n'est que ça, mais je pense que la question du vieillissement de l'Europe, il y a cet élément-là qui va bien sûr beaucoup marcher, mais cet autre élément, et je n'ai pas suffisamment d'informations. Moi, je pense que la nouvelle technologie, les NTIC, sont en train de changer beaucoup de choses, et on ne se rend pas compte à quel degré ça va vite. À mon grand regret, ça veut dire que ça peut remplacer l'humain. C'est-à-dire qu'on est en train de construire des choses pour remplacer l'humain, ici ou ailleurs, alors peut-être pas que ça se fera maintenant, mais il y a quelque chose voilà, d'intéressant à poursuivre et peut-être qui ouvrirait d'autres modes, d'autres façons de penser la migration. Voilà. Mais je ne m'étalerai pas trop là-dessus, quoi, parce que... oui, les jeunes maghrébins ne partent plus que vers l'Europe. Oui, ça y est, c'est fini là. On m'a dit pourquoi est-ce que j'irais en France, c'est la misère, etc. Oui, beaucoup partent au Canada. Oui, beaucoup partent en Belgique. Oui, beaucoup partent en Allemagne. Je ne sais plus avec qui on discutait. Pologne, nouveau pays. Il y a des pays comme ça qui s'ouvrent, qui sont en train de devenir des pôles qui attirent des gens. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui revient et qui permet des jobs, de l'emploi, une installation, et avec un besoin, non pas pour le vieillissement, mais souvent pour l'économie. Donc la migration de travail. Les médias. Pour moi, les médias...
Je les aime bien, mais vraiment, j'ai du mal. Hein. Un sociologue, on est souvent un peu... Enfin, il y a des gens très bien, moi, j'y arrive pas. Les seules fois où je passais devant les médias, on a retenu une phrase de ce que je voulais dire, et c'était pas bon. Je parle longtemps, j'ai besoin d'expliquer la complexité, et donc du coup, eux ont besoin de choses très claires et très précises. Par contre, les médias, et c'est avec vous d'ailleurs que j'ai discuté ça, relaient aussi la parole du politique. Donc les médias relaient la parole du politique, donc ça veut dire que les médias éduquent, les politiques éduquent. Et là, on est dans la transmission des citoyennetés et du rapport à l'autre qu'on reçoit chez soi. Donc oui, il y aura une analyse très forte des médias, et voilà, je ne m'étalerai pas là-dessus parce que tout simplement, je pense que c'est un champ à part entière, quoi. Comment intégrer les migrants à l'Europe? Alors ça, moi, je pense qu'il y a de l'intégration qui est réussie. Je pense que ça continuera. Je pense que par contre, toujours avec des combats. Il faut toujours. Aux États-Unis, par exemple, on a vu beaucoup d'Africains être dans des postes élevés, très présents. En France. On commence, mais il y a quelques Maghrébins, d'ailleurs c'est la droite qui a ouvert cette porte-là, entre autres, mais pas que, mais il y a eu la discrimination positive, c'est horrible comme mot, discrimination positive, mais bon, c'est comme ça, c'est-à-dire que des populations vont privilégier une sorte de quota à l'intérieur d'une administration, allez, on va mettre quelqu'un qui est issu de l'immigration, etc. Mais de plus en plus, pour une génération qui est déjà, qui est française, moi à mon sens, pour celle qui est installée, même si parfois... sont très en lien avec leur pays et connaissent bien les codes, connaissent bien les processus et arrivent à détourner justement des réglementations pour y arriver. On n'y est pas encore pour les Africains subsahariens, par exemple, en France. On a quelque chose, on parle de la Tunisie qui a un rapport particulier avec les populations noires ou africaines. En France, on n'est pas mieux, hein, on attend encore, hein, on a encore beaucoup de travail. On essaie de faire place à une population asiatique. Mais on les craint en même temps parce qu'on considère que c'est louche. On entend ça aussi. Ils sont trop discrets. Tout d'un coup, on appréciait leur discrétion comme s'ils n'étaient que discrets, alors qu'ils vivaient leur vie et faisaient des tas d'autres choses. Et tout d'un coup, ça devient louche. Voilà. Donc on est dans des phases comme ça qui ne sont jamais linéaires par rapport à ces questions-là. Le sens des mots, voilà, depuis tout à l'heure, finalement, on parle du sens des mots, mais lorsque on parle de sans-papiers, de clandestins, bien sûr, c'est le sens commun. Par contre, clandestin et sans-papiers a plus que des connotations négatives, ça criminalise la personne. C'est-à-dire que situation irrégulière était une situation, là, pour le coup, juridique et de droit. Et là, pour le coup, elle avait un élément positif, comme ça a été expliqué jusqu'à maintenant. Mais sans-papier et clandestin, ça a été repris par des médias, ça a été repris par des populations, des groupes et des groupuscules, entre autres de l'extrême droite, par exemple, pour, du coup, désigner clandestin, sans-papier égale potentiel dangereux, dangerosité, assassin, délinquant, etc. Donc, c'est un terme qu'effectivement, il faut éviter. Dans les associations, il y a un travail énorme qui se fait autour de ça. Et peut-être pour terminer, oui, c'est ça. J'ai la définition de transmigrant, transmigrante d'Alain. Je ne sais pas si j'ai tout. D'Alain Tarius, si tu peux en parler, les deux bouquins qu'il a mis sur mondialisation, juste les titres. Tu vois, les derniers qui sont sortis en 2014. Ah, il y a la mondialisation par le bas, mais je peux l'envoyer, je le mettrai sur le site. Parce que je ne l'ai pas en tête. La mondialisation criminelle et l'autre sur la transmigration du côté du Kazakhstan, du monde turc. Exactement, qui aurait été formidable qu'il soit là. Juste pour signaler, c'est qu'il a un bouquin aussi qui s'appelle La mondialisation par le bas. Portes a un bouquin qui s'appelle La mondialisation par le bas. Tarius a aussi un bouquin qui s'appelle La mondialisation par le bas, qui a été repris après, c'est à une année près. Mais dernièrement, c'est sur les transmigrants de l'Europe de l'Est, effectivement, où il parle beaucoup de la prostitution, entre autres, mais pas que. Il parle beaucoup de Syriens, il parle beaucoup de médecins syriens, d'ailleurs, entre autres, et comment, du coup, ce nouveau couloir s'ouvre en essayant d'expliciter quel statut ils ont, à la fois en étant des travailleurs agricoles, souvent, et qui
par le travail agricole, vont traverser comme ça la frontière, et à chaque fois ils sont embouchés quelque part. Hein. Mais parfois c'était aussi pour l'opium. C'était aussi, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça mériterait vraiment ça ouvrirait beaucoup de portes. Par contre, je me permets de vous mettre la définition parce qu'il y a lui et il y a Claire Escoffier, pardon, je l'ai mal fait, j'ai fait de dernière minute. Claire Escoffier qui a fait une très belle thèse, je ne sais pas si tu connais, qui définit aussi les transmigrants. Métarius écrit: la typologie des migrants internationaux s'est enrichie ces 20 dernières années de la classe des transmigrants, une population désormais suffisamment présente et identifiée sur tous les continents pour être décrite comme migration post-coloniale et post-fordiste. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ça ce n'est pas grave, c'est juste pour situer une temporalité. En phase avec l'omniprésence mondialisation-globalisation, les caractéristiques essentielles de cette migration résident dans l'enchaînement des nombreuses étapes nationales et urbaines des individus qui la pratiquent. Effectuant des parcours de chez soi à chez soi, en période de 6 mois à 3 ou 4 années, il a un peu bougé là-dessus sur les périodes, ces transmigrants figurent concrètement à l'étranger dont parlait Georges Simmel au XIXe siècle, finissant « celui dont on ne sait s'il prendra place parmi les autochtones ou s'il poursuivra plus avant son déplacement ». Ce qui me permet de terminer sur Georges Simmel, qui a écrit que tout étranger est un potentiel vagabond. C'est une phrase que je trouve formidable du côté de l'Europe. Potentiel vagabond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est là, il est dans nos murs, il transforme, mais si on le regarde, on sait qu'il fait des transformations. Si on ne le regarde pas, on l'oublie, on l'invisibilise, il n'existe pas, et en plus on considère qu'il fait plutôt des choses mauvaises que des choses positives. Donc voilà, Georges Simmel, c'est 1908, le texte sur la digression sur l'étranger. Qui est très intéressante. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein, sauf si vous vouliez... je regarde ma petite note. Je n'ai pas fait de travaux, mais il y a de beaux travaux sur cette belle idée sociologique, pardon, hein, parce que c'est une idée sociologique des fois. Il y a ceux qui partent, il y a ceux qui restent. Actuellement, et là je fais une petite parenthèse, en fréquentant un peu la frontière tuniso-algérienne, je me rends compte que, sincèrement, tous ceux que j'ai rencontrés ont de la famille à l'étranger, ont migré. Voilà. Tous, il n'y en a pas un seul. Mais il y a une question qui m'intrigue, c'est l'immuabilité, c'est-à-dire la fixité de certains d'entre eux. Comment on peut avoir 3, 4, 5 membres de sa famille qui sont à l'étranger, au Canada, en France, aux États-Unis, et soi-même être dans une situation où on n'a même pas de passeport. Et d'être toujours dans ce rêve qui est celui de partir. Donc, bien sûr, ça reste un discours, mais un discours qui est fort. Je peux vous garantir que c'est répété, je veux partir. Il y en a alors qui essayent je ne reviens pas sur le harag, mais tout le monde ne prend pas ce chemin-là. Et donc, il y a cette envie de partir, il y a cette frontière qui est à la fois ouverte avec l'Algérie, et qui est une vraie frontière ouverte avec l'Algérie, même si il peut y avoir des tas de... Mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est de dire que, voilà, on est à la fois dans une grande mobilité, un grand mouvement, un monde en mouvement. C'était ma carte de fin que je voulais vous mettre. Un monde en mouvement sans cesse, mais en même temps, effectivement, il y a des gens qui restent. Effectivement, il y a des gens qui ne bougent pas. Effectivement, il y a des gens qui se font encore des idées là-dessus. Et il y a il faut faire des travaux sur ça aussi. S'il vous plaît, il me semble, je vais dire quelque chose qui est un peu provocateur. En travaillant ici, et je n'ai aucune prétention de savoir, j'apprends beaucoup avec vous, quand on me ramène tout le temps les populations à des tribus, il y a un moment donné, je me dis, faut que je m'arrête, il faut que je comprenne. Qu'est-ce que ça veut dire tribu? Souvent, derrière le terme tribu, qui est très très bien développé, qui est clair, que les historiens ont travaillé de façon merveilleuse et extraordinaire, mais lorsque je parle avec quelqu'un, je suis désolée, on ne va pas parler tribu. Il va me parler tribu pendant un temps. Il va me dire, oui, tu sais, je suis de telle famille, nanani, nanana. Puis très vite, après, se joue autre chose. Les migrations, cette mobilité, ces mobilités géographiques ont fait bouger aussi ces questions de tribus, qui, à mon sens, peuvent être réutilisées par les médias, qu'il faut réfléchir, comment est-ce que nous, on les dit.
Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais il faut les discuter. Peut-être qu'elles ne sont pas les mêmes à toutes les frontières. Entre la Libye et l'Algérie, ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose, etc., etc. Voilà notre terme où je suis curieuse, moi, de voir son évolution par rapport à ça. Merci beaucoup, Sonia. On va s'arrêter là, sinon on n'aura pas les prochains intervenants n'auront pas assez de temps pour faire leurs interventions. Merci beaucoup. Ça a été, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Je pense que c'était une bonne chose sur les terminologies notamment et le sens.